Lors de l'observation de l'expression de Rhonda Santi, un état de consternation profonde et d'appréhension est clairement perçu. Il est inévitable de reconnaître que la région en question fait face à des perspectives climatiques défavorables, avec l'imminence des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les ouragans, dont l'intensification semble inévitable dans les années à venir. L'absence de préparation appropriée pour de tels événements est inquiétante, et les conséquences de cette négligence seront inévitablement ressenties. Il n'est pas nécessaire de recourir à des prédictions surnaturelles pour prévoir ce scénario, le déni de réalité ne fera que reporter la confrontation de ces implications qui, lorsqu'elles manifestent, peuvent surprendre par la gravité. Initialement, il convient de noter que cette chaîne, précédemment appelée Expérience de Maureen DE, a subi une reformulation nominale conformément aux directives de la plateforme, adoptant désormais l'avis de dénomination après l'avis. Ce changement, bien que formel, ne modifie pas l'essence du travail développé, qui reste centré sur l'exploitation d'états de conscience largement améliorés. Lors de la saisie d'un état de canalisation, les images émergentes suivent un modèle distinctif, structuré en deux phases principales. Dans le premier, caractérisé par un processus de canalisation plus superficiel, j'établisse un équilibre entre l'enracinement terrestre et la connexion à des dimensions plus élevées à travers un rituel symbolique impliquant une visualisation pyramide. À ce stade, les images reçues sont interprétées et traduites en significations abordables. Dans le pipeline transcendante, les expériences sensorielles deviennent plus intenses. J'effectue souvent un escalier vers le haut, interrompu par des pauses à différents niveaux, et à des occasions sporadiques, un chemin d'or est révélé. En même temps, une mélodie éthérée est présente, non pas comme un son audible, mais comme une vibration qui imprègne l'environnement, évoquant un sentiment de beauté et de mystère. Dans les séances collectives, demandez aux participants s'ils perçoivent également cette harmonie subtile, bien que vous sachiez que leur appréhension se produit dans un plan plus intuitif que sensoriel. Cette synesthésie sert d'indicateur que l'état requis pour une canalisation profonde a été obtenu. Les messages transmis par des guides spirituels sont clairs et francs. La période actuelle est marquée par l'augmentation de la turbulence, dont l'ampleur a tendance à s'intensifier. Il suffit de regarder les signes émis par la planète, les déséquilibres environnementaux, les catastrophes naturelles et une Terre qui attire l'attention, à comprendre que l'humanité a besoin de toute urgence pour réaligner ses actions. Cependant, il y a un aspect plein d'espoir dans cette équation. Nous sommes ici non seulement pour assister à la crise, mais pour contribuer activement à sa résolution. Le défi est immense mais possible, tant que nous prenons la responsabilité de notre développement individuel et de la préservation de l'environnement que nous habitons. La société contemporaine, notamment dans les pays occidentaux, est immergée dans un paradigme matérialiste, dans lequel l'accumulation de biens et la poursuite du statut social remplacent les valeurs de solidarité et d'équité. Ce modèle, en plus d'être insoutenable, génère des inégalités profondes et des conflits latents. L'histoire démontre que les systèmes basés sur l'oppression et l'exclusion sont voués à l'effondrement. Les transformations qui sont dans le monde sont inévitables et leur arrivée nécessite non seulement une vigilance mais une position proactive. Il appartient à chaque individu de remettre en question, comment puis-je, à ce moment historique, établir une relation plus harmonieuse avec la planète et mes semblables, afin de promouvoir ma croissance personnelle et collective? En ce qui concerne les États-Unis, le prochain horizon se réserve des défis importants. Il n'est pas nécessaire de recourir à des dons prophétiques pour se rendre compte que le pays traverse une période de changement profond, dont la tension sociale est palpable et dérangeante, à la fois pour ses citoyens et pour les observateurs externes. Ce processus, bien que douloureux, est nécessaire. La démocratie, loin d'être un système statique, exige une amélioration constante et, dans le contexte actuel, fait face à des différends féroces qui peuvent assumer des contours variés. De tels conflits peuvent se manifester des affrontements médiatiques et des polarisations sociopolitiques aux confrontations physiques, bien que ces derniers ne soient pas le résultat le plus probable. La probabilité de déclarer, bien que non rejetée, la guerre civile estimée à environ 40% semble moins plausible qu'une reconfiguration. Accélérer des structures de pouvoir par des moyens non violents. La majeure partie de la population américaine n'arrive pas à un conflit armé interne, et il est possible pour la dynamique politique et sociale de trouver d'autres moyens de résoudre leurs contradictions avant que la violence ne soit réglée. Quant aux phénomènes géologiques, les prédictions pour les États-Unis sont également inquiétantes. La Floride, en particulier,
émerge comme une région vulnérable, non seulement pour la récidive des ouragans, dont l'intensité a tendance à augmenter, mais également pour le manque de préparation institutionnelle et communautaire pour y faire face. Les structures de soutien, telles que la Federal Emergency Management Agency, FEMA, sont affaiblies, ce qui aggrave le risque de population côtière. La côte est sud du pays est généralement sensible aux événements météorologiques extrêmes, non seulement des tempêtes, mais aussi des inondations et des problèmes résultant de la pollution de l'environnement. L'image de Rhonda Santi, visiblement secouée, renforce l'urgence de cette question. En étudiant la possibilité de tremblements de terre ou de tsunami, une vue diffuse se présente, une tempête de grande proportion approchant un archipel, dont l'emplacement exact n'est pas possible de déterminer avec précision. La sensation associée fait référence à l'océan Pacifique, mais le manque de clarté empêche une identification géographique précise. Il est important de noter que mes performances ne se concentrent pas principalement sur les phénomènes naturels indésirables, par conséquent, les informations dans ce contexte sont limitées. La recommandation imposée, en particulier celle qui réside dans les zones côtières, est l'adoption de mesures préventives, compte tenu de la fréquence et de la gravité accrue de ces événements. Enfin, il est indéniable que les États-Unis sont confrontés à un karma collectif, dont l'expression s'intensifie à mesure que les contradictions internes empirent. L'histoire du pays a toujours été marquée par des extrêmes, et le moment actuel n'échappe pas à cette règle. Ignorer les signes de la nature et les demandes d'équilibre ne fera que reporter l'inévitable. La réalité, lorsqu'elle est refusée, a tendance à s'imposer brusquement et dévastatrice. La psyché collective américaine semble être au bord d'un réveil forcé, dans lequel les conséquences de l'omission se feront sentir avec toute sa force. Le choix, cependant, reste, affronter la vérité maintenant, de manière responsable, ou succomber à vos répercussions plus tard. La nation américaine menée par les théories du complot fabriqué représente un phénomène inquiétant, dont la genèse peut être largement attribuée à l'influence déformée des médias. Ces véhicules, lors de la formation des croyances non fondées, compromettent non seulement la rationalité collective, mais établissent également un danger de l'ordre psychique et existentiel. L'appropriation des médias a partagé la compréhension, capable de persuader les masses d'accepter des récits dépourvus de fondation, configure une subversion de la réalité qui transcende la simple tromperie. C'est une crise épistémologique, dans laquelle la notion réelle elle-même est placée. Il y a, dans ce processus, une dimension karmique indéniable, dont la manifestation se fait déjà ressentir aux États-Unis et qui tend à s'intensifier jusqu'à ce que la société atteigne un niveau de discernement plus équilibré. Il est impératif de reconnaître que la rationalité et l'intuition ne sont pas des domaines antagonistes, mais des facettes complémentaires de l'expérience humaine. La dichotomie artificielle entre la science et la spiritualité, comme si la recherche de traitements médicaux conventionnels exclut l'adoption de pratiques holistiques, ou vice-versa reflète une limitation cognitive que la société américaine doit encore surmonter. La persistance de cette fragmentation conceptuelle ne fait qu'aggraver les tensions sociales, dont les effets sont déjà de plus en plus profonds et perturbateurs. Tant qu'il n'est pas compris que la synthèse entre différentes formes de connaissances est non seulement possible mais nécessaire, les conflits internes auront tendance à s'exacerber, avec des répercussions qui vont au-delà des frontières nationales. Dans ce contexte, il est plausible de considérer l'existence d'une conscience collective inhérente non seulement à la Terre, mais aussi à d'autres corps célestes, comme la Lune ou même les planètes éloignées. L'hypothèse selon laquelle l'âme humaine émane d'une source plus grande, se fragmentant dans des expériences individuelles, que ce soit l'incarnation dans un corps humain, une étoile ou même une fleur qui suit une interconnexion cosmique qui remet en question les limites du matérialisme réductionniste. Les rapports obtenus par des régressions passées, dans lesquels les individus décrivent des existences telles que les êtres étoiles ou végétaux, renforcent l'idée que la conscience n'est pas limitée à la forme humaine, mais exprimée en plusieurs dimensions, chacune avec ses fins évolutives. Même les objets inanimés, comme une table ou un fragment métallique, peuvent abriter une essence subtile, même si sa manifestation est radicalement difficile, ce que nous acceptons d'appeler la vie. Quant au conflit technologique entre les grandes puissances, États-Unis, Russie et Chine, sa matérialisation est déjà une réalité incontestée. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, bien que les États-Unis semblent avoir atteint une position d'avantage, une telle suprématie n'est pas exemptée de conséquences négatives. L'automatisation accélérée menace de déstabiliser le marché du travail, en particulier pour les jeunes générations,
dont l'accès aux opportunités professionnelles sera progressivement érodé. Ce phénomène ne sera pas limité à une seule nation, mais supposera les contours mondiaux, nécessitant une reconfiguration radicale des structures socio-économiques. La technologie, tout en fournissant des avancées, génère des déséquilibres dont la résolution nécessitera une évolution collective naissante. En ce qui concerne l'exploration spatiale, les perspectives ne sont pas moins complexes. Les ambitions de personnages comme Elon Musk, bien que couverts d'un discours innovant, se heurtent à une résistance karmique. Les indications suggèrent que l'univers, dans sa sagesse intrinsèque, ne favorise pas l'expansion humaine au-delà des limites terrestres à ce moment historique. Les défis suffisent déjà à notre propre planète, les étendre au cosmos, sans une préparation spirituelle et éthique appropriée, pourrait aggraver les crises non résolues. Ainsi, les nations qui cherchent à maîtriser l'espace extraquotique seront confrontées à des obstacles qui vont au-delà des limitations techniques, reflétant une insuffisance temporelle pour une telle entreprise. La relation entre la guerre et le karma collectif de l'humanité révèle une dynamique d'apprentissage douloureuse mais inévitable. Les conflits armés, bien que déplorables, agissent comme des catalyseurs de leçons que l'espèce n'a pas encore complètement assimilées. La guerre, en substance, est un phénomène autodestructeur, dont la récidive met en évidence l'incapacité humaine de résoudre les différends par des moyens non violents. Cependant, c'est à travers ces expériences extrêmes que la conscience collective avance, bien qu'à un coût inacceptablement élevé. Le karma, en ce sens, ne se limite pas à une main invisible qui punit ou récompense, mais à un script existentiel dans lequel chaque individu et chaque société sont appelés à agir avec courage, discernement et responsabilité. Faire face à un oppresseur, par exemple, peut être aussi karmique que d'éviter la violence inutile. La complexité de cette équation échappe aux simplifications habituelles. Dans le plan géopolitique actuel, le conflit entre la Russie et l'Ukraine persiste comme un chapitre non encore fermé à partir d'un récit plus large. Malgré son irrationalité évidente, les avantages pour la Russie sont discutables. La guerre attribue pour des raisons qui transcendent la logique stratégique, liant les impulsions personnelles et une dynamique karmique plus large. Il existe des preuves que votre résultat peut être brusque et dramatique, avec des actions de Vladimir Poutine capables de menacer non seulement la stabilité régionale mais aussi l'équilibre mondial. Bien que ce ne soit pas un scénario prédéterminé, la possibilité que leurs décisions entraînent des dommages irréversibles, en particulier pour leur propre peuple, ne peut pas être jetée. Poutine, dans ce contexte, agit comme un agent de dévastation, dont le manque de préoccupation pour les conséquences de ses actions reflète une profonde déconnexion avec les principes de la préservation de la vie. La Russie, à son tour, fait face au défi de mûrir démocratiquement, un processus qui, bien que lent, n'invalide pas la dignité de son peuple, dont l'essence ne devrait pas être confondue avec les actions de ses dirigeants. Malgré les risques imminents, il y a des raisons d'optimisme. Les médias, en priorisant les récits sensationnels et catastrophiques, déforment la perception de la réalité, induisant la société à un état d'avertissement permanent qui érode la capacité de voir de véritables progrès. Il y a un siècle, les nouvelles des événements tragiques sont arrivées tard, permettant aux gens de vivre la vie quotidienne, repas de famille, moments de loisirs, sans saturation d'informations négatives qui caractérisent aujourd'hui l'expérience moderne. Le choix de consommer ce flux de pessimisme ininterrompu est largement volontaire. Il appartient à l'individu de doser son exposition, cherchant à équilibrer les connaissances des défis mondiaux avec l'appréciation des réalisations et des beautés qui définissent également l'existence. L'un des développements les plus prometteurs d'aujourd'hui est l'éveil accéléré de l'intuition et de la connexion spirituelle dans de larges segments de la population. De plus en plus d'individus transcendent la vision strictement matérialiste de la vie, explorant les dimensions au-delà du tangible et remettant en question les limites de la réalité consensuelle. Ce mouvement, bien que toujours naissant, signale une transformation profonde dans la conscience collective, dans laquelle la recherche de sens va au-delà des dogmes scientifiques et religieux traditionnels. La possibilité d'un dialogue avec le divin, ou une intelligence supérieure, n'est plus une abstraction métaphysique pour devenir une expérience abordable, redéfinissant les paramètres de ce qui est considéré comme possible. Cette perspective fait de la place pour une reconnaissance des relations humaines, dans laquelle la collaboration transcende la logique simplement utilitaire et économique, se dirigeant vers une dynamique basée sur des objectifs partagés et une croissance mutuelle. Dans ce contexte,
des pratiques telles que la canalisation et le reiki émergent non seulement comme des outils de connaissance de soi, mais comme des mécanismes de reconstruction du tissu social, en particulier dans les sociétés fragmentées, comme nous, où l'identité collective est encore en train de redéfinir. Il est observé, à la fois dans l'environnement numérique et dans les espaces physiques, la formation de communautés qui, émues par une éthique de soutien réciproque, cherchent à sauver des valeurs spirituelles, politiques ou simplement humaines, reconfigurant ainsi les paradigmes d'appartenance à une ère de déconnexion systémique. Dans le contexte des expériences transcendantales, telles que la canalisation des entités, une rigueur méthodologique qui va au-delà de la simple ouverture au phénomène impose. Avant toute interaction, il est impératif d'établir un environnement de sécurité et d'ancrage, dans lequel le discernement prévaut sur la crédulité naïve. La première étape consiste à demander une identification symbolique, un nom, par exemple, non pas comme un saut d'authenticité, mais comme point de départ pour un dialogue structuré. Cette nomination, même si elle est arbitraire ou adaptée à la compréhension humaine, agit comme un protocole d'introduction, une sorte de pacte initial qui permet d'évaluer la nature de la présence manifestée. Ensuite, une démonstration concrète de résonance affective est requise, l'entité est invitée à présenter une image, une mémoire ou un symbole capable d'évoquer un sentiment de bien-être ou de familiarité sur le canal. Cette étape a été cruciale dans ma pratique, car elle agit comme un filtre subjectif mais efficace pour distinguer les interactions authentiques et les simples projections ou distractions. Un exemple éclairant s'est produit lorsque, dans une session, j'ai visualisé le tricycle rouge de mon enfance, une image chargée d'affection qui a immédiatement validé la connexion. Cependant, à d'autres occasions, la présentation d'éléments déconnectés ou banalisés, tels qu'un hamburger et un soda industrialisé, a servi d'avertissement. C'était probablement un but évolutif, mais pas nécessairement malveillant. De telles manifestations, bien qu'elles puissent sembler banales ou même ludiques, remplissent souvent la fonction de tester le discernement du canal, renforçant la nécessité de rester aligné sur l'intuition et la lumière, un terme qui désigne une fréquence de conscience élevée et compatissante. Dans ce processus, l'écoute du cœur assume le rôle central. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais un mécanisme d'autoprotection et de guidage. Si l'interaction ne suscite pas l'enthousiasme, la curiosité ou la paix, le contact avec la fermeté, mais sans hostilité. Le refus, si nécessaire, est clairement exprimé, non, merci. Partez. Je vais vers la lumière, et invariablement cette posture entraîne la dissipation de la présence indésirable. Il est essentiel de comprendre que toutes les entités qui se manifestent en elles-mêmes ont des intentions bienveillantes, mais elles sont ni intrinsèquement mauvaises, ils opèrent souvent comme des miroirs de nos propres conflits ou comme des distractions qui remettent en question notre capacité à rester sur le chemin de l'intégrité. Une observation récurrente est que les individus socialisés dans des cultures qui apprécient la rationalité et la suppression émotionnelle, comme principalement avec les hommes des sociétés occidentales, peuvent trouver plus de difficultés dans ce processus de discernement. Cependant, la sensibilité nécessaire à une telle pratique n'est pas une forme physique innée mais une capacité qui peut être du développement. J'ai appris, par exemple, à reconnaître et à honorer l'inconfort. Si l'information ou la présence ne résonne pas, s'il n'y a pas d'alignement sur la vérité intérieure, le non doit être prononcé sans culpabilité. L'univers, ou l'intelligence qui le gouverne, respecte ses limites. Ce qui est authentique et pertinent reviendra au moment approprié, le reste se dissout. Quant à la question des âmes piégées ou des voyages inachevés, mon expérience avec les régressions de la mémoire et les techniques de guérison quantique a révélé des modèles intrigants. Bien qu'il n'ait pas de données systématiques sur un laissez-passer collectif, je suis tombé à plusieurs reprises sur des cas d'esprit conservés dans des états de souffrance, souvent liés à un traumatisme non résolu ou à des actions dont ils se repentent. Ces entités, lorsqu'elles trouvent des individus sensibles, généralement des enfants en énergie ou des adultes avec une réceptivité intuitive élevée, une sorte de symbiose parasite, se nourrissant de la vitalité de l'hôte sans cependant lui offrir un avantage. Le travail de libération de ces esprits nécessite, avant tout, la dissolution de la peur. Dans les séances d'hypnose, lorsque le client contacte une telle présence, la réaction initiale est généralement la panique, souvent amplifiée par l'entité en tant que mécanisme de défense. Mon approche consiste à neutraliser cette dynamique, au lieu de confronter, je les salue. Bonjour. Je n'ai pas peur de toi. Je suis là pour entendre.
Cette posture désarme la résistance et fait de la place pour un dialogue compatissant. L'étape suivante, et peut-être la plus transformatrice, est de se souvenir de l'âme emprisonnée qui, dans l'avion au-delà de l'existence physique, il n'y a pas de condamnation à la cour ni à la condamnation externe. Le seul juge est la conscience elle-même, qui reviendra ses choix avec une perspective élargie, libre des limitations matérielles qui conditionnaient ses actions. Un voleur qui a volé, par exemple, ne sera pas reçu non pas par la punition, mais avec une compréhension par les circonstances qui l'ont conduit à cet acte. L'élément décisif de la libération est généralement la reconnexion avec la mémoire de l'amour. Même ceux qui prétendent ne jamais l'avoir expérimenté sont guidés par la régression à un moment, en tant que minuscules, ils ont reçu la gentillesse, un geste gentil, un regard d'acceptation, un bref moment de paix. En revivant ce sentiment, la question devient inévitable, ne préférez-vous pas rester dans cet état ? La transition vers la lumière se produit alors de manière organique, comme un retour à domicile. Le résultat est doublement libérateur, le client se détache du poids énergétique qu'il a porté, tandis que l'âme trouve enfin le repos. Ce processus révèle une profonde vérité, le jugement qui nous emprisonne le plus est celui que nous exerçons sur nous-mêmes. La compassion n'est donc pas un luxe spirituel, mais une nécessité ontologique pour les vivants et ceux qui, dans leur voyage post-téléphonique, recherchent toujours la rédemption de la paix. Un tel contexte montre que toute l'expérience humaine, aussi unique, émerge d'un ensemble complexe de circonstances qui transcendent la simple apparence d'actes. Cela n'implique pas la validation automatique des sentiments ou des comportements, mais la possibilité d'une compréhension empathique mais partielle. Après tout, la subjectivité des autres reste largement inaccessible, nous ne ressentons pas la douleur, les peurs ou les motivations qui ont façonné l'autre. Ainsi, bien qu'il soit légitime d'évaluer les actions à la lumière des principes éthiques ou sociaux, de réduire l'essence d'un individu à un geste ou à une décision unique constitue une simplification dangereuse, car elle ne tient pas compte de la multidimensionnalité inhérente à la condition humaine. En ce sens, la préservation de l'intégrité énergétique nécessite des pratiques conscientes et disciplinées, en particulier dans un monde saturé par des stimuli numériques. L'interaction avec les technologies, que ce soit des écrans, des réseaux sociaux ou des flux d'informations incessants, n'est pas neutre, il module l'attention, les fragments de perception, souvent, subjuguent la volonté. Le phénomène de la spirale d'information, dans laquelle l'individu est perdu dans les labyrinthes virtuels, illustre comment l'esprit, lorsqu'il est non protégé, devient vulnérable à des dispersions et épuisements. Contre ce risque, l'autoréflexion et la méditation émergent comme des outils indispensables. En cultivant le silence interne, il est possible d'identifier les modèles dysfonctionnels, tels que la fixation excessive dans certains contenus ou les émotions et de les remettre en question sans jugement. La question « Pourquoi ce thème m'a-t-il affecté si profondément ?» Il ne cherche pas de réponse immédiate, mais l'ouverture d'un dialogue avec soi-même, où la curiosité remplace la critique. Dans le même temps, l'enracinement, ou la guerre, est une pratique fondamentale pour la stabilisation psychique. La visualisation avec les pieds fermement soutenus sur le sol, canalisant les énergies denses vers la terre, n'est pas simplement un exercice symbolique, c'est un acte de reconnexion avec la matérialité qui soutient l'existence. Sans cet ancrage, la conscience flotte dans les états de déséquilibre, sensible aux influences externes ou aux projections inconscientes. Dans ce processus, l'invocation des figures ancestrales, soit par des rituels, des vues ou des dialogues internes, peut agir comme une couche de protection supplémentaire. En incorporant la sagesse de ceux qui ont précédé, un champ d'énergie de sauvegarde est créé, dans lequel les voix de la famille avertissent, guident ou assistent simplement au voyage. La métaphore de la pyramide, par exemple, lorsqu'elle est conçue au-dessus de la tête comme un bouclier lumineux, matérialise cette idée, un espace sacré où seul ce qui est aligné avec l'amour et la clarté peut entrer. Cependant, l'essence de ces pratiques ne réside pas dans leur forme, mais dans leur intentionnalité. Spiritualité contemporaine déterminée à partir de dogmes rigides invite l'individu pour devenir le protagoniste de son propre réveil. Il ne s'agit pas de rejoindre un système fermé, mais d'exploiter, d'expérimenter et de discerner ce qui résonne avec sa vérité intérieure. Si la méditation offre l'immobilité, qui pratique, si Reiki promeut l'harmonie, qui est recherchée, si le chamanisme révèle des moyens, qui est étudié. La diversité des approches, des traditions du millénaire aux méthodes laïques de la connaissance laïque,
existe précisément pour répondre à la pluralité des âmes. Même le scepticisme peut être un point de départ valable. Quiconque nie l'existence de dimensions transcendantales peut encore cultiver des valeurs telles que la communauté, l'éthique ou le bien-être collectif, reconnaissant en eux une forme de spiritualité appliquée. L'invitation est donc pour une recherche sans frontières, mais avec discernement. Il n'y a pas besoin d'appartenance aux institutions ou de soumission aux autorités spirituelles, les connaissances sont accessibles, que ce soit par le biais de livres, de cours en ligne ou de cercles d'études informels. Le critère définitif est la résonance personnelle, ce qui soulève, clarifie ou favorise un alignement plus profond sur soi doit être accueilli, ce qui n'est pas bon peut être mis de côté sans culpabilité. La spiritualité, en ce sens, devient un exercice de souveraineté, chacun sélectionne, adapte et intègre uniquement ce qui nourrit son évolution. Enfin, il est crucial de reconnaître que l'intuition n'est pas un privilège de quelques-uns, mais une faculté latente en tout. La capacité de prévoir, de percevoir les subtilités ou d'établir des liens plus authentiques avec l'autre peut être développée par quiconque, quelles que soient les croyances. Lisez sur des maîtres spirituels, étudiez les philosophies ou observez simplement les modèles de vie lui-même est déjà un acte d'expansion. Le moment actuel, marqué par des transformations collectives et des questions existentielles, est particulièrement propice à cette plongée. En adoptant des pratiques qui élargissent la conscience, non seulement l'expérience individuelle est enrichie, mais contribue également à un tissu social plus conscient et compatissant. Que chacun trouve donc son chemin, unique, imparfait et profondément nécessaire.